sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin David Martinon, actuellement ambassadeur de France en Afrique du Sud. Vous avez été le tout dernier ambassadeur de France en Afghanistan, parce que vous n'avez pas été remplacé depuis, c'est complètement impossible. Vous avez été aussi le tout dernier ambassadeur étranger à quitter Kaboul. Et un grand documentaire diffusé demain soir à 21h sur Canal retrace cette exfiltration de la capitale afghane sous la menace des talibans. Je suis à l'ambassade, je reçois un appel de l'OTAN. Il me dit « Pars maintenant ». À ce moment-là, tout s'enchaîne. C'est l'enfer à l'aéroport. Les attentats sont très fréquents. Le monde était terrorisé. Et nous avons toujours 300 personnes bloquées à l'ambassade de France. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir tout le monde. C'était la fin du monde en fait. Et donc il faut absolument trouver une solution. On doit traiter avec eux. On est obligé d'aller les voir. L'ambassade avait affrété des bus pour évacuer les gens vers l'aéroport. Kaboul Chaos, c'est le titre de ce doc qui effectivement nous montre le chaos de ce 15 août 2021 quand les talibans reprennent le pouvoir. Un retour qui, même s'il était quand même attendu, s'est fait beaucoup plus vite que prévu, David Martinon. Vous avez été surpris quand même. Alors pas tant que ça, parce qu'au fond, c'est arrivé à peu près à la date qu'on avait imaginée. On m'avait demandé en début d'année combien de temps il faudrait, et j'avais dit que Kaboul tomberait entre 3 mois et 45 jours après le départ du dernier soldat étranger, et ça a été 45 jours. Ça a été la version la plus courte. Oui, c'était la version la plus sombre. Ouais. Et on voit qu'à l'ambassade de France, vous êtes obligé quand même de détruire en urgence les archives dans un bras zéro, de détruire des disques durs à la perceuse. On sent que c'est quand même un peu la débrouille dans ce moment-là. Il y a un membre de l'ambassade qui raconte qu'il a vidé le coffre-fort qui contenait 800 000 euros dans un simple sac en toile de jute. C'est fou que ça se passe comme ça quand même. Et pourtant, on a fait les choses très vite et on était préparés. C'est-à-dire que les archives qui nous restaient à brûler, c'était parce qu'on a travaillé jusqu'au dernier jour, mais on s'était débarrassé du reste. C'était une préparation de plusieurs mois, en fait. Et les communications, évidemment, il faut qu'on les garde jusqu'au dernier moment. Et donc, on les a détruites, effectivement, à la masse et à la perceuse au dernier moment. Et alors vous, David Martinon, vous arrivez à quitter l'ambassade avec une partie de votre équipe pour aller vous réfugier à l'aéroport international de Kaboul. Mais il y a des centaines de gens qui ont trouvé refuge à l'intérieur de l'ambassade, des personnes en danger de mort, parce qu'ils ont, pour certains, collaboré avec les Français. Et vous voulez absolument les rapatrier, tous ces gens-là. Et ça va être ça, l'enjeu aussi de ce documentaire, c'est de voir si vous allez réussir à rapatrier tous ces gens-là. Pour vous, c'était votre mission, en fait. Oui, c'est-à-dire que ça, c'était pas prévu. Ce qui était prévu, c'est qu'on s'exfiltre tous vers la base militaire de l'aéroport. Et en fait, moi, je monte dans l'avion en fin de journée, exactement à 18h46. C'est horodaté par un post. Un post sur Twitter. Et voilà. Et sauf que, donc, il restait une arrière-garde de policiers à l'arrière. Et sauf qu'en fait, nous sommes montés dans un des derniers hélicoptères. C'est la Noria suivante a été prise à partie par les talibans qui leur ont tiré dessus à la mitrailleuse et à la K-47, vraiment quelques minutes après que nous ayons décollé. Et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, on savait qu'on ne pouvait plus partir facilement ni par la route, ni par hélicoptère, puisque les talibans contrôlaient tout Kaboul. Et c'est assez surprenant, là aussi, de voir que c'est finalement un touriste franco-afghan, réfugié avec sa famille dans l'ambassade, qui va vous aider, David Martinon, à négocier directement avec les talibans. Oui, absolument. C'est Wally, donc qui est un franco-afghan qui avait décidé de passer, de revenir en Afghanistan voir sa famille, parce que comme d'autres, il pressentait que c'était probablement le dernier moment où il pourrait voir sa famille avant que le pays se referme complètement avec l'arrivée des talibans. Et le fait est qu'il est parfaitement bilingue, français et dari, donc persan, et qu'à ce moment-là, on avait besoin d'un interprète pour négocier avec les talibans. Et alors ce documentaire, il est adapté de votre livre, David Martinon, les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul, et il est constitué de beaucoup d'images amateurs, y compris de celles que vous avez filmées vous-même. Est-ce que vous pensiez déjà en faire un doc à l'époque, où c'était plus une forme de preuve pour vous? Vous aviez besoin de garder une archive comme ça? Alors, Jérôme Pierdet, donc le coproducteur qui a eu l'idée du film au moment où je suis parti en poste. Il voulait raconter ce que c'était que la vie d'un ambassadeur. Donc dès 2018. Dès 2018.
Et évidemment, c'était difficile de faire un film à distance, mais j'avais dans mon équipe un employé afghan qui avait été formé par des documentaristes français et qui était donc un très bon chef-op, un très bon réalisateur. Et je lui ai laissé la possibilité de filmer notre vie. Et au fond, il est resté avec nous jusqu'au 14 juillet, au moment où on le met dans l'avion avec les derniers employés afghans de l'ambassade. Et il a filmé cette montée en tension et il a tout le travail de préparation et d'anticipation de la fin, de la fermeture de l'ambassade, de l'évacuation des employés afghans, etc. Et effectivement, pendant la crise, moi j'ai voulu filmer aussi pour notarier, en fait, pour documenter ce qui se passait, ce que nous faisions, qui faisait quoi à chaque endroit, à chaque moment, de façon à être sûr que les choses soient dites clairement et expliquées clairement le moment venu. Et puis parce que parfois c'était un bon moyen aussi de communiquer à tout le monde, y compris à vos proches. Donc vous postiez parfois même sur Twitter simplement pour que tout le monde soit au courant de là où vous étiez et ce que vous faisiez. Absolument, parce que c'était des moments où on avait de la connexion rarement, et donc dès qu'on en avait, il fallait poster des informations, et moi ça m'évitait d'appeler, à ce moment-là, c'est vrai que personne ne sait où je suis avec mon équipe quand je décolle de la zone verte, la zone protégée, et c'est le moment le plus simple et le plus général pour prévenir à la fois les Américains, mon équipe, Paris, l'Élysée, le Quai d'Orsay, et puis effectivement ma femme aussi qui n'a pas de nouvelles depuis des heures. On se pose de nombreuses questions en regardant ce doc qui est fascinant, et il y en a une qui revient souvent, surtout à la fin. Est-ce que vous avez des nouvelles des gens que vous avez réussi à exfiltrer, notamment les gens qui travaillaient avec vous à l'ambassade, les Afghans qui étaient avec vous, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils deviennent, est-ce que vous avez des contacts encore avec eux ? Oui, alors de loin en loin, la vérité c'est qu'ils sont un peu partout en France. Ils ont été vraiment répartis, ils se sont installés dans à peu près toutes les régions. C'était pas, il n'y avait pas une envie de leur part de partir, de quitter leur pays. C'est leur pays, c'est leur culture, c'est leur histoire. Ils savaient très bien, aussi parce que je leur ai expliqué que la vie allait pas être si simple que ça. Ils maîtrisaient pas forcément le français. Enfin, vous imaginez que les chauffeurs, les femmes de ménage, qu'on voulait surtout pas laisser derrière, parce que ils étaient en risque. Les talibans n'aiment pas les gens qui ont travaillé pour des missions étrangères. Ne maîtrisaient pas assez le français, probablement, pour avoir des métiers confortables en France. Mais ils l'ont fait parce qu'ils pensaient, ils voulaient assurer leur sécurité et celle de leur famille, et puis effectivement, ils imaginaient que à juste titre, que pour leurs enfants, l'acquisition du français serait beaucoup plus facile et que leur vie serait meilleure que sous l'Afghanistan des talibans. Et on le voit bien dans ce doc Kaboul Chaos que quand vous leur proposez de rester ou de partir, ils font pratiquement tous le choix de vous accompagner en France. Je vous garde encore un petit peu avec moi, monsieur l'ambassadeur, parce que j'aimerais que vous nous expliquiez aussi comment on en est arrivé à un tel fiasco collectif finalement en Afghanistan après avoir tenté de redresser ce pays pendant 20 ans. On va en parler dans un instant, mais d'abord on va revenir en France à une actualité plus légère et l'actu des médias dans un instant.